Bonjour à tous pour ce 6e webinaire du cycle 2022 de la plateforme Innovation territoriale en action, dont le thème du jour est la place des tiers-lieux. Alors pour rappeler très rapidement la plateforme pour ceux qui nous voient pour la première fois, c'est un lieu repère pour l'ensemble des acteurs de terrain qui souhaitent comprendre, qui souhaitent expérimenter des démarches apprenantes de co-construction territoriale. Et sur cette plateforme, vous avez plein de ressources très différentes, des ressources, des parcours méthodologiques pour comprendre et agir en territoire, des ressources pour avoir une vision 360 sur l'innovation territoriale en action avec des méthodes, des outils, des webinaires, des données sur vos régions, donc les dynamiques territoriales grâce aux études de l'Observatoire des partenariats qui vous donnent à voir tous les profils de chacune de vos régions, les pratiques de co-construction, ce qu'en pensent les citoyens. Un lien vers le réseau des 350 catalyseurs territoriaux et d'autres ressources, notamment la plateforme l'ODD17 en pratique et d'autres ressources institutionnelles. Alors, cette plateforme, elle est animée par un cycle de webinaires. Donc, en l'occurrence, en 2022, on a eu comme thème « Ensemble, faisons cap vers 2030 » en se posant la question « Comment on peut accompagner les dynamiques collectives ?» Alors, pour ça, on a eu 2 grands thèmes dans l'année. Au premier semestre, on a décortiqué et on a vu la mise en pratique de la charte du Faire Alliance. Et puis, deuxième semestre, on a pris comme thème « Faire ensemble, projet de territoire » et on a éclairé ce sujet au travers du dialogue territorial en septembre, des expérimentations collectives en novembre. Et donc, aujourd'hui, ça sera le dernier de l'année qui est consacré au tiers-lieu. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire? 3 sujets pour ce webinaire. On va voir Laura Meaux qui va nous dire ses enseignements de la recherche empirique sur l'animation et la gestion des tiers-lieux. On a la chance d'avoir avec nous 2 témoignages très complémentaires qui vont illustrer la diversité des modèles de tiers-lieux avec le Mazier et l'Ermitage. Et on terminera ce webinaire par ce qu'on va faire finalement l'année prochaine. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Charles Donat-Sic, président fondateur du Rameau, qui va nous parler des tiers-lieux. Bonjour à tous, merci Élodie. Alors effectivement, très heureux de vous parler aujourd'hui de cette question des tiers-lieux parce que on est sans doute au cœur de la question finalement de l'incarnation territoriale des projets collectifs. Je vous le rappelle, dans le cadre finalement de cette réflexion, la dimension de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable qui nous donne à la fois une grammaire des objectifs et la proposition d'un chemin commun à travers l'ODD17, comment allons-nous faire ensemble? Eh bien, elle n'a de sens que si elle est incarnée localement, territorialement parlant. Et vous savez que depuis 2020, suite à la Covid, la dimension des projets de territoire a été largement mise en place et contractualisée entre l'État et les collectivités territoriales, notamment dans les contrats de relance et de transition écologique. On voit bien que cette question de projet de territoire, comment nous allons pouvoir relever ensemble des défis communs, est un élément extrêmement structurant et que justement, du mondial jusqu'au local, eh bien, il y a une forme de cohérence qui se traduit par ces projets de territoire. Alors, dans le cadre de ces projets de territoire, nous avons vu que, effectivement, la question du dialogue territorial, de l'interconnaissance pour savoir finalement comment mobiliser l'ensemble des acteurs dans le cadre de ces projets de territoire. Nous avons vu aussi l'expérience collective, finalement comment est-ce qu'on peut co-construire des dynamiques en commun, expérimenter en commun, et nous en sommes au 3e levier, au 3e pilier, comment finalement mettre en œuvre, co-gérer un dispositif, un lieu de confiance entre les acteurs. Et ça, c'est un élément déterminant. Je voudrais juste dire que, à l'occasion du Congrès des maires, nous avons pu sortir pour la 3e année consécutive un dossier sur la coopération territoriale, le cœur de l'action, et bien évidemment cette question des tiers-lieux comme lieux tiers pour les projets de territoire est un élément qui a pu être mis en valeur. Alors, pourquoi c'est un élément important? Parce qu'il permet de rentrer dans la question de la gestion d'une infrastructure, une infrastructure qui joue un rôle structurant de lieux tiers en territoire. Et ça, c'est un élément déterminant. Alors, on peut partir des
caractéristiques de ce qu'est un tiers-lieu, hein, défini dans France tiers-lieu, logique d'entraide, de mutualisation, d'expérimentation territoriale, d'innovation sociale, de contribution des habitants. Alors, nous préférons le terme habitant à celui d'usager au sein du rameau parce qu'on est bien dans l'agir ensemble et non pas dans le consommer ensemble. Ce n'est pas tout à fait la même position. Quand on est usager, on vient consommer une infrastructure, et quand on est habitant mobilisé par une infrastructure pour agir ensemble sur un territoire. La question des activités hybrides, bien évidemment, et puis l'ouverture et la convivialité sont les éléments qui caractérisent un tiers-lieu. Mais au-delà de cette caractérisation, ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on peut y faire des choses extrêmement différentes et complémentaires, et selon, bien évidemment, les tiers-lieux, ça ne s'articule pas de la même façon. Ça peut être un lieu d'accueil, convivialité, ça peut être un espace de coworking, ça peut être un Fab Lab, ça peut être un showroom, ça peut être tout cela en même temps. En tous les cas, c'est un lieu neutre, de convergence de dynamique, et qui va permettre de pouvoir finalement favoriser l'interconnaissance, la rencontre entre des acteurs de divers univers. Vous savez que cette logique de la rencontre d'univers très différents, c'est ce qui a fait notamment le succès de la Napa Valley aux États-Unis, parce que finalement, dans le même lieu se rencontraient à la fois des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, des associations, des habitants. Et c'est cette rencontre-là, un peu parfois fortuite, qui fait la valeur finalement de ces infrastructures. C'est-à-dire, ce ne sont pas que des infrastructures de services, ce sont avant tout des infrastructures de rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces infrastructures de rencontre, eh bien, finalement, vont être aussi fondées dans une capacité de gérer, d'animer cette rencontre de la multiplicité des parties prenantes. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas séparer l'espace, le lieu, l'infrastructure de son animation. Et c'est là où la question des catalyseurs territoriaux, comment on anime le dialogue territorial, comment est-ce qu'on expérimente ensemble, comment on accompagne les acteurs, c'est un élément essentiel. Sinon, le tiers-lieu n'est qu'un lieu de service, donc un espace froid et neutre, pour qu'il devienne réellement un lieu de construction, de co-construction du projet de territoire. Il est absolument essentiel qu'il soit animé et, j'allais presque dire, co-animé, puisque c'est là où on passe du service au vivre ensemble dans la durée à un vrai projet de territoire. Donc cette articulation finalement entre l'animation et l'infrastructure, elle est d'autant plus importante qu'elle nous invite à nous poser la question du passage de la co-construction à la co-gestion. Vous savez qu'en France, généralement, on n'a pas encore exposé une problématique que déjà on se dit quel est le dispositif qu'on va mettre en place. La co-construction, elle est toute différente. Elle est comment l'action va progressivement nous faire apparaître le besoin d'avoir un dispositif commun que nous allons pouvoir gérer. Et si nous prenons le processus d'innovation sociétale, ce qui est très intéressant, c'est de voir que au-delà d'une diversité de zones de risque, de modèles socio-économiques, de modes d'évaluation, ça nous invite à réfléchir à une gouvernance qui n'est pas la même lorsqu'on va expérimenter ensemble, lorsqu'on va agir ensemble, lorsqu'on va co-construire ensemble, qui ne nécessite pas nécessairement de co-gérer. Quand on va, à la différence de cela, et c'est cela lorsqu'on a un espace en commun à gérer ensemble, qui est vraiment du domaine de la cogestion, et souvent on ne passe pas de la co-construction à la cogestion sans passer par l'étape de finalement qui va faire quoi, dans quelle alliance stratégique on va pouvoir reconnaître la valeur de chacun dans ce projet de territoire, et donc apprendre progressivement de agir ensemble à gérer ensemble. C'est tout l'intérêt d'un tiers-lieu, c'est de pouvoir dépasser l'expérimentation collective qui est une capacité d'agir ensemble pour commencer à réfléchir comment pouvons-nous gérer ensemble. Et vous savez que nous disons souvent dans les travaux de recherche du Rameau que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main, c'est-à-dire la capacité à dépasser l'entre-soi pour passer à l'entre-tous, et c'est bien ce qu'est un territoire, une diversité d'acteurs, y compris ceux qui ne se connaissent pas. Eh bien,
dans ces projets de territoire, qui est bien un entre tous, l'avantage du tiers-lieu, c'est qu'il peut apprendre ou faire apprendre de nouvelles méthodes de gouvernance différentes de celles que nous connaissons pour justement tester dans un lieu tiers des choses qui peuvent être après développées à un autre niveau, finalement, que ce soit pour le territoire, voire au-delà. C'est dans cela que les éléments de tiers-lieu sont à la fois, bien sûr, un élément de service, mais aussi un élément d'animation d'un collectif et d'apprentissage du faire alliance qui comprend notamment comment on invente ces nouvelles formes de gouvernance d'acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement, mais qui vont accepter de dépasser finalement leur propre projet pour inventer ensemble quelque chose qui relève du commun. Et ça, c'est un élément tout à fait déterminant que l'on retrouve dans justement l'émergence des tiers-lieux, ceux qui acceptent de dépasser le service pour être l'interaction entre tous et qui, de l'interaction entre tous, apprennent de nouvelles formes de gouvernance. C'est cela qui est particulièrement intéressant dans ce que l'on voit aujourd'hui. Vous voyez donc l'importance structurante des tiers-lieux et il nous semble qu'il est au croisement de 3 dimensions dont j'ai le plaisir de vous annoncer la publication ces derniers jours. D'abord, qu'entend-on par le territoire? Qu'entend-on par ce lieu d'ancrage? Et vous avez peut-être vu qu'à l'occasion du Giving Tuesday, mardi dernier, la Fondation des territoires avait lancé une note sur la définition des territoires. Quelle définition des territoires? Avec tout un travail qui va être fait sur 2023 avec la chaire Interaction AgroParisTech pour justement mettre en débat cette définition des territoires. Deuxième élément, bien évidemment, elle repose sur la mobilisation citoyenne et aujourd'hui même, l'Observatoire des partenariats édite la fiche repère pour comprendre les dynamiques d'engagement des citoyens. Vous savez que la dernière étude Impact citoyen a été publiée récemment. Eh bien, nous avons là une note de synthèse sur la façon dont les Français envisagent leur engagement. Elle vient d'être publiée aujourd'hui même par l'Observatoire des territoires. Et de la même façon, aujourd'hui même, est publiée par le Fonds des 17 la 11e fiche de référence de la façon d'investir dans l'accompagnement des organisations à se faire alliance. Et c'est en l'occurrence le retour d'expérience du réseau national des maisons des associations, du RNMA, de sa réflexion de comment ces tiers-lieux que sont les maisons des associations, et je crois que Jean Carinti, qui a dans une autre vie dirigé une maison des associations, ne me contredira pas. Comment est-ce que justement ce métier de catalyse territoriale s'inscrit aujourd'hui dans les maisons des associations? Vous avez ces 3 publications qui incarnent bien les 3 dimensions des tiers-lieux, à la fois une dimension politique de qu'est-ce qu'un territoire et comment est-ce que les lieux d'ancrage viennent justement rappeler cette universalité d'un territoire. Qu'est-ce que la mobilisation citoyenne et quelles sont les envies des citoyens de se mobiliser, de contribuer à ces territoires, la dimension de l'action, et puis bien évidemment la dimension de la gestion, comment faire concrètement, comment dans nos méthodes et dans nos actions intégrer cette dimension de co-construction à travers le retour d'expérience du réseau national des maisons des associations. Je vous invite à découvrir ces 3 nouvelles publications dans le cadre des travaux de recherche que nous menons. Voilà ce qui me semblait nécessaire et utile, chère Élodie, de rappeler en introduction de ce webinaire. Merci Charles Benoît. Alors c'est effectivement une très bonne transition pour laisser la parole à nos 2 témoins qui sont le Mazier et l'Ermitage. Et ce que je vous propose, c'est de donner la parole tout de suite. D'abord de vous dire que la place des tiers-lieux, on est bien sur les 4 modalités d'action des catalyseurs territoriaux, puisque Charles Benoît en parlait tout à l'heure. Il y a toute l'animation du lien qui est représentée par l'organisation du dialogue territorial, le fait de pouvoir impulser des expérimentations collectives et de pouvoir accompagner à la coopération. Et puis, il y a cette 4e modalité qui est la gestion d'un lieu et qui est finalement un équilibre entre, d'une part, l'animation et la gestion et entre la co-construction et la co-gestion dont vient de parler Charles Benoît.
Alors, ça me laisse donc l'opportunité de laisser cette fois-ci la parole à Stéphanie Kant, qui est cofondatrice du Mazier, qui se trouve dans l'Allier et plus particulièrement à Bourbon-l'Archambault. Stéphanie, c'est à vous. Oui, merci Elodie, puis merci pour cette introduction. Moi, je trouve très précieux d'avoir l'occasion de partager une partie de l'expérience du Mazier, qui signifie la fourmilière en patois bourbonnais. Et aussi, ce sont des temps importants parce que ça me fait à chaque fois reprendre conscience la partie laboratoire qu'on est ou qu'on travaille et qu'on ne valorise pas forcément. Enfin, on est dans l'action et les temps qui nous permettent de réfléchir à nos actions, ils sont finalement assez comptés. Donc, ce temps de séminaire, de petits webinaires, je trouve ça très enrichissant déjà rien que d'écouter, de se reconnecter en fait à cette fonction un peu de laboratoire. On nous met souvent l'étiquette d'innovation sociale, on ne sait pas trop quoi en faire, mais expliquer de cette manière, ça résonne énormément avec ce qu'on fait. Je vais mettre mon petit minuteur, on m'a donné un temps défini pour présenter le Mazier. D'abord, vous dire que c'est un lieu monté par des citoyens. C'est un espace visible. Élodie l'a dit, en plein cœur de Bourbon-l'Archambault. Donc, c'est une petite commune rurale. Il y a 2500 habitants qui se situent dans l'Allier. Donc, c'est dans la région Auras, le Far West de la région Auras, vraiment centre de la France. Et Bourbon, c'est une ville thermale donc, et qui est une tête de pont aussi de la communauté de communes. Donc, c'est une petite ville. Il y en a qui disent un village, mais qui a cette dynamique interne. Il y a encore des commerces, il y a 2 pharmacies, une boulangerie. Il y a des problématiques de désertification rurale et de vieillissement de la population, mais sur ce territoire, il y a aussi beaucoup d'alternatives, beaucoup de pensées qui font un pas de côté. Il y a des écoles alternatives, il y a des paysans boulangers, donc des gens qui vont de la culture du blé à la fabrication du pain. Il y a tout ce terreau-là qui est déjà existant sur ce territoire où a atterri le projet du Mazier. Ce projet, ce lieu visible, c'est un lieu qui n'existerait pas sans ce contexte. Et c'est hyper important de le dire parce que en fonction de qui habite sur ce territoire, qu'est-ce qu'on y fait, comment, où les choses s'installent, comment ça se cristallise, le projet aurait une toute autre dynamique et une toute autre ampleur. Il a été pensé par 7 fondateurs, dont je faisais partie, 7 habitants, 7 citoyens, citoyennes. C'était en 2016. Et ce projet de tiers-lieu a toujours été pensé comme un espace qui serait fait par et pour les personnes, et comme un endroit ou comme un lieu qui serait un point de rendez-vous nouveau, mais très complémentaire de ce qui se fait déjà. Et ça, concrètement, entre l'intention qu'on avait posée au départ et puis la réalité, ça s'est traduit comment? En fait, ça s'est traduit par le fait que le temps de conception de ce lieu visible au centre-bourg de Bourbon-l'Archambault, il y a eu 2 ans de conception avant physiquement d'ouvrir la porte du lieu qui a ouvert le 10 janvier 2019. Donc, on a eu tout un temps de conception, de rencontre des acteurs, d'évaluation aussi de la maturité coopérative de cet espace, de ce coin de terre qui était déjà actif, mais on avait repéré une forme de fonctionnement en silo avec des associations sportives d'un côté, des associations culturelles de l'autre, et pas forcément de discussion, d'interstices et d'espaces tiers pour discuter et mettre en place de la coopération sur le territoire. Et ça, c'est ce qu'on s'est acharné à faire, c'est se dire comment on pourrait imaginer un espace, alors je ne sais pas si on peut dire neutre, neutre peut-être politiquement au sens la politique politicienne, mais en tout cas un espace où le débat est possible. Parce que cette question de la neutralité, moi, elle me travaille énormément et je serais curieuse d'entendre Jean peut-être ou d'autres témoignages. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire effectivement, on peut avoir une pensée divergente qui se nomme et qui est entendue et qui se débat. En revanche, c'est un projet politique au sens de faire citer, donc c'est pas tout à fait neutre. Bon, ça c'est voilà. Je dépose, je ne sais pas ce que ça deviendra. Et concrètement, le Mazier, donc c'est un lieu dans un bâtiment qui a 2 étages. Le premier étage, en bas, il y a un espace d'accueil avec un café associatif qui est le premier espace que les gens voient quand ils poussent la porte et la première porte d'entrée par laquelle ils sont accueillis, c'est-à-dire une personne peut juste venir boire un café,
ou venir à un atelier, ou s'attendre à trouver un accompagnement informatique. Mais en attendant, le premier accueil, c'est le café. On est accueilli, on passe la porte, on explique le fonctionnement de cette association. C'est un lieu associatif. Et donc, en bas, il y a le café associatif, un espace Fab Lab, donc de laboratoire de fabrication, d'atelier de bricolage, grosso modo, équipé de machines 3D. Un espace d'accompagnement au numérique, parce que ça, c'est vraiment un point fort de notre professionnalisation et de notre identité dans le lieu. Et un espace de travail partagé, de coworking. Ça, ce sont les piliers. Et autour de ça, il y a énormément de choses qui se passent parce qu'on fonctionne sur une programmation collaborative, c'est-à-dire que tous les mois, on se voit, il y a un noyau plus ou moins élargi de personnes qui viennent proposer des ateliers de savoir-faire et de compétences pour partager. Ça peut être moi, j'ai envie de parler, de faire un film en stop motion. J'ai cette compétence-là, j'ai envie de la partager. Ça peut être ouvert à des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une archéologue en reconversion qui est venue nous proposer de faire un atelier de découverte de l'archéologie. C'est vraiment extrêmement varié, les conférences, les ateliers, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe au premier étage et ça dialogue et ça circule. Et il y a un second étage où on a un espace où je suis actuellement, où il y a un espace de coworking plus isolé, parce qu'on a identifié ces besoins-là, et une partie du Fab Lab qui est le Fab Lab un peu sale, où on a besoin de découper des choses et sans gêner les autres, on peut se le permettre. Les activités, du coup, on peut venir boire un café bio et local, enfin le café est fourni par une association locale, parce que le café n'est pas local, mais tous les produits du café associatif sont bio. On peut venir travailler, on peut venir se connecter sur un ordinateur ou être accompagné sur une démarche numérique, et on peut venir créer ou réparer un objet dans l'esprit des Fab Labs qui est apprend, fabrique et partage. Donc ça, c'est vraiment un de nos motos. Et autour de ce socle, il y a toutes nos compétences professionnelles qui permettent de provoquer des rencontres et d'inviter les gens à circuler entre ces espaces et ces événements-là. Les acteurs de l'écosystème avec lesquels on travaille, ils sont extrêmement variés. Et ça, c'est une des leçons qu'on a tirées de la phase de co-conception qui a duré 2 ans pour nous, avant l'ouverture du lieu. C'est-à-dire qu'on a une vision vraiment très systémique de l'endroit dans lequel le projet, les gens agissent. C'est-à-dire que ça tourne entre les collectivités, les entreprises, les habitants et les associations et les collectifs. Donc, on a une forme de roue un peu circulaire qui permet, dans un même espace ou même hors les murs, parce qu'on peut délocaliser cette façon d'inviter à la coopération, des acteurs qui sont très différents et qui vont de la mairie jusqu'au département, jusqu'à l'État, avec un habitant, un citoyen, une entreprise. Alors nous, les entreprises, c'est plutôt les PME, les TPE sur le territoire qui sont invités, qui sont partie prenante des actions du Mazier. Mais l'idée, c'est vraiment de nourrir un terreau territorial de coopération et qui facilite l'émergence des coopérations. Ça, c'est super important comme posture, c'est-à-dire qu'on n'est pas un projet, on est un endroit où peuvent éclore ou ne pas éclore des projets. Et ça, c'est vraiment hyper important dans la posture. On peut porter les projets ou coporter, on le fait, mais ce n'est pas ce qui nous guide. Et donc, la chaîne de valeur, vous l'imaginez bien, c'est créer du lien. Moi, je suis formée à l'intelligence collective, à la facilitation de l'intelligence collective, et ce sont des méthodes aussi que j'importe et que je propage au sein du lieu. C'est un espace aussi qui partage les pratiques, c'est-à-dire qu'on est comme on le fait aujourd'hui, mais on est très OK pour dire, là, on a testé ça, là, on a complètement raté. Là, on a réussi, ou là, on a réussi partiellement. Alors, on peut se donner, pas les recettes, mais en tout cas, le partage de pratiques. C'est un lieu où on a l'ambition de faire dialoguer des écosystèmes qui sont très différents et où on essaye de ne pas juste rester dans le théorique, mais de passer à l'action. Et ça, c'est aussi très important de se dire, OK, on a pensé ça, on identifie ça, mais concrètement et dans le détail, ça pourrait prendre quelle forme? Et ça, par exemple, on se l'applique même dans la gouvernance. On est en train de traverser une modification interne de gouvernance. On est en train de passer en gouvernance holacratique. Donc, c'est un sacré pas, une sacrée marche. Et ça fait partie de nos enjeux de 2023 de consolider cette ambition-là. Mais ça veut dire que l'espace d'action et l'espace d'expérimentation, il est aussi en interne. Et quand je dis en interne, il y a un conseil d'administration, il y a des salariés, il y a 6 salariés aujourd'hui, et il y a des bénévoles
des bénévoles plus ou moins actifs, plus ou moins présents, selon les phases de leur vie et leur disponibilité. Mais tout cet écosystème-là, il fait partie du territoire interne, on peut dire, au projet. Et pour parler rapidement du modèle économique et des moyens mobilisés, donc on est sous forme associative avec l'ambition un jour peut-être d'évoluer en société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça fait partie de nos statuts. C'est encore une autre étape. On s'était dit qu'on se donnait 3 ans, on leur les a largement dépassés. On n'a pas assez avancé pour passer à cette étape-là. Mais ça fait partie de l'horizon d'attente. Et on est en coopération avec des acteurs du territoire. Par exemple, c'est la municipalité qui nous a mis à disposition le local au démarrage pendant les 2 premières années du projet. On est en coproduction sur l'animation, la programmation du lieu, avec la programmation participative qui est très largement ouverte tous les mois pour programmer le mois d'après. Et sur les ressources humaines, donc je vous ai dit, on est 6 salariés maintenant, pardon, il faut que je m'habitue. Et on a les financements tournent autour des ressources propres, donc parce qu'on a une posture qui dit que c'est un lieu de contribution, donc rien n'est gratuit. Au sein du Madier, ça ne veut pas dire que tout est payant, ça veut juste dire qu'on met de la conscience sur les intentions, les compétences, les propositions qui sont faites, en fait, sont valorisées en temps, parfois financièrement, mais en tout cas, il y a un travail sur la mise en conscience de quelle est la valeur des choses. Et on invite les gens à contribuer à la hauteur de leurs moyens sur ces questions-là. Mais souvent, ça se transforme en ressources financières, mais pas que. Par exemple, la posture des bénévoles, elle est très forte dans le lieu, puisque à chaque fois que quelqu'un passe la porte et qu'on explique, nous, l'intention avec laquelle on a monté ce projet, et on continue de le gérer et de le faire vivre, eh ben, ils sont invités à prendre le relais aussi, les bénévoles, sur cette question-là. Et puis, on a des financements publics, beaucoup du département, de la CAF, on est labellisé Espace de vie sociale, et de l'État également. On a répondu en consortium pour obtenir le label Fabrique de territoire qui donne aussi la couleur de notre implication à l'échelle du département. Et puis, on a des fonds privés, notamment la Fondation Orange, qui nous soutient en tant que tiers-lieu solidaire du monde rural. Donc ça, c'est important et ça équilibre notre modèle économique qui est très diversifié et qui a permis aussi qu'on surmonte la période Covid. Ça, je le dis parce que c'est hyper important. Et on passe aussi bientôt sur de la cogestion, c'est-à-dire que nous sommes 2 fabriques de territoire qui avons décidé de nous associer sur l'Allier pour monter un 3e tiers-lieu. Et on est en train d'expérimenter ce que c'est que la cogestion. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est un terrain qu'on a envie d'explorer. Donc ça, c'est chouette de faire rencontrer des équipes différentes, des territoires différents. Alors là, je vois que mon temps est terminé, mais j'avais encore des éléments à vous partager sur les retours d'expérience et les enjeux pour demain. Élodie, est-ce que j'ai le temps de… Oui, c'est important. Ok. Oui. Dans les retours d'expérience que j'avais envie de vous faire, c'était que le plus important pour nous, c'était la question du sens et de vraiment travailler les raisons pour lesquelles on s'investit dans ce genre de projet à l'échelle d'un territoire et d'y mettre de la rigueur. C'est-à-dire de la reconvoquer, cette question du sens, et de s'y atteler régulièrement. Je m'étais notée aussi dans les choses que j'avais envie de partager, c'était d'assumer l'improductif. Et ce n'est pas toujours évident dans une société où il faut réfléchir à l'évaluation, à l'impact. Des fois, en fait, il y a des choses dans la coopération qui nous semblent improductives et en fait qui portent leurs fruits plus tard, genre boire un café avec un partenaire. Ce n'est pas toujours du temps perdu, ça peut… au contraire, créer des espaces pour la suite. J'avais noté aussi accepter les temporalités différentes entre la temporalité des bénévoles ou des collectivités ou d'un fonctionnement associatif. C'est aussi très varié. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir en tête qu'on n'est pas tous câblés sur le même calendrier. Même si des fois, on a l'impression que le monde va vite ou lentement, ce n'est pas le cas pour des partenaires. Et je voulais aussi, il y a quelque chose qui est très important sur le retour d'expérience, c'est de travailler sur les postures. Et notamment, ça me rejoint avec l'introduction,
de se dire quand est-ce qu'on est en mode projet et quand est-ce qu'on est en mode facilitation des coopérations. Parce que ce n'est pas les mêmes intentions et ce n'est pas la même façon d'être ou de se positionner. Dans le mode projet, il y a des choses très séquencées, très objectivées, avec un début, un milieu, une fin. Et dans la facilitation, on est plutôt sur créer un espace d'ouverture où les gens peuvent échanger. Et pourquoi pas créer des projets, mais on est sur le cran du terreau, quoi, et pas de quelque chose qui germerait. Et nos enjeux, je l'ai dit, c'est le passage en gouvernance holacratique qui est vraiment à sécuriser pour nous, qui a provoqué aussi des changements dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on a la salariée historique et première embauchée qui a choisi de quitter l'aventure quand on a commencé à se poser ces questions-là. Donc ça, c'est aussi un sacré challenge, un sacré défi pour le Mazier. Là, on est en train aussi de se lancer un nouveau défi parce qu'on voudrait lancer un programme d'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes dans le monde rural, qui est quelque chose qui revient très souvent au sein du lieu, des besoins de soutien, d'échange, etc. Et donc, on s'est dit, allez, en 2023, on teste ça. Donc, ça, c'est un enjeu de voir comment on arrive à se positionner sur de l'accompagnement et de la facilitation, encore une fois, de la coopération des femmes entrepreneurs de notre territoire. On est en train d'écrire notre positionnement. Donc ça, c'est une page pas tout à fait vierge, mais quand même à avancer. Et puis, le gros enjeu, c'est la pérennité de notre modèle économique, parce que faciliter les coopérations et se dire qu'on sort de la logique projet, c'est complètement... on sort de la logique projet. Ce n'est pas notre seule façon d'agir. Ce n'est pas dans ce sens-là que va le monde. Et on trouve beaucoup d'appels à projets, d'appels à manifestations qui nous invitent à réfléchir en mode très séquencé. Et voilà, comment on articule ça entre les séquences et les modalités d'action et le temps long de la coopération. Et j'ai fini. Merci Stéphanie. Alors, ce qui je trouve marquant, c'est les 2 ans de conception. Ce n'est pas rien et en même temps, c'est ce qui permet d'ancrer le projet probablement encore plus dans le territoire. C'est un espace de débat. Et j'ai bien aimé aussi la distinction entre finalement l'ingénierie de projet, avec un début, une fin et des modalités d'action, et puis cette fameuse ingénierie du lien, de la relation, de catalyse, qui n'est pas la même chose, qui probablement ne se finance pas de la même façon. D'où la question probablement que vous posiez sur modèle socio-économique pérenne. Merci beaucoup Stéphanie. Alors ça me laisse la possibilité de donner la parole à Jean Carinti, associé fondateur de l'Ermitage, qui se trouve dans l'Oise, au carrefour des vallées de l'Aisne et de l'Oise. Merci Élodie. Merci Stéphanie pour la présentation. Bien entendu, Charles Benoît, tout ça est extrêmement inspirant pour un des membres de l'Ermitage que je suis. Et moi, je rejoins Stéphanie sur le fait que la méthodologie et les résultats des différentes contributions intellectuelles qui ont été apportées au pot commun de la connaissance par les programmes et les rameaux qui ont été présentés à l'intro, je trouve, sont vraiment d'utilité presque immédiate pour nous. Alors, je vais essayer de faire le lien dans cette présentation. Moi, je vais d'abord vous parler, je pourrais parler de l'histoire de l'Ermitage pendant un bon moment, parce que c'est un domaine de 30 hectares qui a connu, au XXe siècle, 3 grandes séquences, mais là, on va se focaliser vraiment sur ce qu'on est aujourd'hui, sur qu'est-ce qui nous a amené à reprendre ce foncier, comment on est organisé, quel est le modèle économique, qu'est-ce que ça implique en termes de avant-après sur le territoire. Donc, très rapidement, l'Ermitage, c'est 30 hectares, 21 bâtiments, 2500 mètres carrés de plancher, dans un village de 750 habitants, ça pèse, hein, c'est un ancien foncier dont l'avenir peut être considéré comme sensible, on pourrait qualifier de friche hospitalière, de friche associative, l'Ermitage. En 2015, c'est fermé après 70 ans d'action très, très innovante dans le domaine de la coopération internationale, etc. Donc, ce foncier, il est structurant. Sa dimension foncière est forte au départ. Il y a aujourd'hui, maintenant, 11 structures entrepreneuriales sur le site. On a des éléments structurants dans le rapport au vivant et aux enjeux de transition écologique et énergétique dans ce projet, dans la mesure où on a 2 hectares de terres maraîchères, qui est un actif autant qu'un challenge dans leur remise en culture et dans leur place dans le territoire. Hein. On est dans des territoires de grande culture où l'agriculture paysanne, où on parlait de paysans boulangers avec Stéphanie, nous, c'est pas forcément évident, même si c'est nécessaire d'avoir ce type de culture au quotidien dans le territoire. Donc, on pousse aussi, en tant que tiers-lieu, ces enjeux de transition alimentaire et
et agricole, avec ces 2 hectares et pas que. On a effectivement aussi un structurant très fort dans le foncier qui est également un lien avec le territoire qui est 21 hectares de forêt. C'est important parce que la forêt aujourd'hui est devenue un sujet majeur dans la perception des enjeux de transition écologique dans les territoires, et avoir un foncier forestier privé, l'amener vers ce qu'on appelle un commun d'usage. Ce matin, j'étais avec la COP des communs sur le sujet des communs forestiers. C'est aussi un enjeu sociétal majeur. On est dans un territoire de culture de chasse, de culture aussi de loisirs forestiers. Donc, c'est intéressant d'avoir cette forêt dans notre patrimoine. Et on a donc également 1500 mètres carrés d'espace qu'on pourrait qualifier d'espace de bureau. Alors, les enjeux sur lesquels on est vraiment, nous, dans le dur en tant que tiers-lieu, et encore une fois, la définition qui a été donnée précédemment, moi j'y souscris complètement, c'est que dans nos territoires ruraux, dans le nord de la France, on a vraiment une perte de compétitivité des modèles agricoles de grande culture. C'est toute une industrie en fait qui se cherche un avenir, c'est toute une culture et une histoire, vous savez, ces grandes plaines céréalières et sucrières. Donc c'est ça notre environnement. La perte de compétitivité, elle impacte tout le monde, elle impacte toute la psychologie du territoire. La participation citoyenne, je crois que ça c'est une chose commune à pas mal de territoires ruraux, c'est la perte de participation citoyenne. Nous, on a une participation démocratique qui est vraiment en berne avec 70% d'abstention. C'est un chiffre qui n'est pas exceptionnel dans les territoires ruraux. On a un vieillissement du tissu associatif. Les logiques associatives en silo historiques dans des champs spécifiques sont en train de vivre vraiment des crises de vocation et des crises de modèle où en fait il y avait beaucoup de financement public, il y avait tout un challenge collectif dans ce domaine du sport. Nous, c'est les clubs de foot, c'est les clubs de basket, c'est les clubs de natation qui drivaient la vie collective et la vie citoyenne, autant les liens intergénérationnels. Ces structures sont confrontées à des difficultés, ça ne va pas s'arranger avec l'augmentation des coûts de gestion des infrastructures qui les accueillent. Donc la question de la participation citoyenne, du tissu associatif, c'est aussi un enjeu important pour nous. Bien entendu, la liquidation des commerces de proximité. On est dans un processus lent mais régulier depuis 30 ans, 40 ans, où finalement on n'a plus aucun espace commun pour consommer, pour dialoguer dans le territoire. Ça, c'est un élément très important. Boulangerie, épicerie, café, pharmacie, tout ça a disparu. Donc, le tiers-lieu, il est aussi là pour essayer un peu comme on redémarrerait en sortie de garage, une voiture, c'est vraiment repartir. Et là, je pense qu'on a ça en commun avec Stéphanie, c'est d'avoir cette préoccupation d'avoir des espaces de médiation sociale qui sont des espaces aussi parfois de commerce. Et puis, le repositionnement, je terminerai sur le repositionnement du service public. Parce que ça, c'est aussi un sujet dans nos territoires ruraux où l'État et les collectivités cherchent des nouveaux modèles pour permettre de répondre aux enjeux de besoins des populations dans les territoires, ce qu'on appelait avant l'aménagement du territoire. Il y a vraiment un sujet sur le repositionnement des services publics et les tiers-lieux peuvent être, sans se laisser aller à être un service public appauvri, peuvent être des solutions collectives, d'engagement collectif sur ces sujets-là. Donc nous, c'est ces enjeux qui nous ont vraiment mus dans les 5 dernières années, parce que l'Ermitage est une histoire qui a 5 ans aujourd'hui. En fait, concrètement, comment ça s'organise? Alors, je proposerai, Élodie pourra vous partager une présentation un peu plus imagée, où il y a des éléments de foncier, des éléments de contenu, mais pour la faire courte, sur 30 hectares, vous avez un pôle de production dans un ancien foncier qu'on appelle un commun. Dans les grands domaines, vous aviez des communs agricoles. C'est des bâtiments qui ont eu une vocation de production. Donc là, dans le pôle de production, on a 4 structures, dont une structure d'intérêt général qui n'intervient pas que dans ce bâtiment-là, mais qui est là à son pôle numérique. Donc on a en commun avec Stéphanie Elmazier d'avoir un Fab Lab. Et je crois que c'est un peu une question à poser. Pourquoi tous ces tiers-lieux sont aussi sensibles à le fait d'avoir des Fab Labs? Pourquoi ce rapport à la réappropriation de la façon de fabriquer les choses, pourquoi ça nous tient tant à cœur? Et c'est vraiment le RFF Lab, notamment, qui est un réseau qui regroupe tous les Fab Labs en France, a le tiers-lieu chevillé au corps. C'est vraiment une culture. On a également, nous, des artisans. Le tiers-lieu est aussi un espace où on peut questionner le rapport de l'artisanat au foncier et au commun de production. C'est aussi un lieu d'innovation. Nous, on est effectivement comme le Basier, on est fabrique de territoire, mais on a aussi répondu à l'appel à projet manufacture de proximité qui vise à faire des tiers-lieux des lieux d'expérimentation dans le produire ensemble, partager des machines. Quand vous êtes menuisier, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous faire un foncier en location en 369, comme disaient l'expert, et en plus, vous achetez toutes les machines
pouvez partager. Ben ça, c'est des expérimentations que les tiers-lieux caractérisent surtout en territoire rural. Et on a notamment cette notion de culture d'artisanat, ça peut être du bois, du fer, de l'alimentation. Et comme on a, nous, un pôle de production maraîcher, ben, ça fait sens d'avoir d'un côté des gens qui ont des surplus de production. Ils ont des surplus de production, surtout dans des périodes hivernales. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont capables de transformer en conserverie ces aliments pour les commercialiser. Donc vous voyez, on est vraiment dans une culture d'économie politique locale. Et puis, bien entendu, on revient aussi sur l'expérience qui a été partagée par Stéphanie, la médiation. Nous, le pôle de médiation et de service de proximité est important, mais je voudrais vraiment aussi insister sur le fait que ce qui a été dit sur le fait qu'on ne peut pas se positionner en service, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une co-gestion et même un engagement des citoyens dans ces lieux qui est vital. Si les gens ne sont pas comptables collectivement de ce qui est proposé, alors ça n'a pas de durabilité et ça ne fait pas tiers-lieu, comme on a souvent tendance à le dire dans nos écosystèmes de passionnés de tiers-lieux. Et puis, bien entendu, tout ça est bien administré. Donc, nous, on a un espace, un ancien préfabriqué, qui est le lieu qui avait le moins d'utilité a priori dans l'espace, qui a été transformé en espace de gestion du site. Alors, je vais aller très, très vite, mais quand même vous dire comment on est organisé. On est organisé sur un collectif de structures avec un enjeu de modèle économique qui a caractérisé cette itération progressive. Je partage avec Stéphanie aussi également la notion de préfiguration. Nous, il nous a fallu quand même 2 ans et demi pour être à peu près au clair sur le fait qu'on avait bien stabilisé ce qui allait apporter des ressources importantes qui allaient garantir l'opération foncière et la reprise globale du site, parce que vous imaginez qu'un site comme l'Hermitage, c'est un coût d'acquisition, c'est un coût de gestion quotidien et c'est un coût de transformation. Et ces 3 axes nécessitent de bien penser collectivement, d'asseoir bien le projet dans le territoire pour ne pas aller dans des chimères. Et donc là, le groupe Hermitage a été créé après qu'on ait donc une association de préfiguration au départ, puis ensuite une société civile immobilière, parce que nous, on n'a pas eu le choix, on a dû acquérir le site. Je pourrais en parler peut-être un peu rapidement après, mais à la réflexion aujourd'hui, on aurait peut-être plus intérêt à le faire acheter par une collectivité et à le prendre en société coopérative. C'est un aspect un peu technique, mais acquérir le foncier est pour les acteurs des tiers-lieux pas forcément la meilleure option. Nous, on n'a pas eu le choix. Sinon, le site aurait été vendu à la découpe et abandonné. Donc, vraiment, nous, on a dû acheter. Donc, on a une société civile immobilière propriétaire et on a créé une holding, comme on dit en anglais, qui est un mot qui peut paraître un peu barbare, mais qui est tout simplement une maison mère, avec 2 activités qui sont complémentaires dans cette holding. Une activité de séjour inspirant. On a créé une société de séjour, une société d'hôtellerie, qui est le moteur économique et ce qui permet de garantir l'ensemble de l'opération et la viabilité de la présence sur le site de toutes les autres structures. Donc, la notion de solidarité, la notion de société coopérative d'intérêt collectif nous est vraiment très chère parce que sinon, l'opération n'est pas faisable économiquement et culturellement et politiquement. À côté, on a créé également une société de design, de projet de transition, parce que dans l'équipe, il y avait des compétences et on avait envie d'apporter ces compétences qui nous semblaient de moins en moins abordables pour les acteurs des territoires aujourd'hui qui sont confrontés aux grands enjeux de transition. Ça, c'est une logique. C'est-à-dire que d'autres sociétés peuvent venir ou être créées par des membres de l'équipe fondatrice ou par des gens qui viendraient nous rejoindre. Mais cette logique de holding, ça permet de limiter les risques. Si une société ne réussit pas son pari économique, elle ne met pas en danger l'ensemble du modèle. À côté, on a une association d'intérêt général qui est extrêmement importante, qui s'appelle Hermitage Expérimentation et qui place l'engagement citoyen, la réponse aux enjeux de société autour des thématiques que nous portons, agroécologie, transition énergétique, vivre ensemble au village, au cœur de ces activités. Donc, on a un café associatif. Je crois qu'à côté du Fab Lab, c'est un des trucs que les tiers-lieux ont aussi pas mal en commun. On est très adepte des licences 4, et notamment en territoire rural, de l'agenda rural qui nous permet de ne pas avoir à les acheter, mais de pouvoir en bénéficier. Et donc, la licence 4, c'est quand même une reconnaissance et un symbole en territoire rural. Et donc, le café associatif, c'est le cœur de vie du tiers-lieu. Il est d'ailleurs positionné au centre du lieu. Et il est un des enjeux d'appropriation par les habitants progressivement de l'outil. Et là, il y a notamment maintenant des activités d'animation qui sont très fortes. On a une fois par mois une journée qui est festive, rituelle, ça s'appelle le samedi des possibles. Et les gens peuvent venir, comme vous le faites au Mazier, proposer des choses. Quelqu'un qui est extrêmement doué en sophrologie et qui a envie de partager, qui est retraité, il peut venir. Quelqu'un qui sait faire de la vannerie. Là, nous, on a de la vannerie avec ce qu'on appelle de la clématite. Chez nous, la clématite, c'est un truc qui n'est pas forcément aimé parce que c'est une liane
qui se développe un peu de manière anarchique et en même temps, elle prépare la forêt, donc c'est à sa place. Nous, la vannerie, elle se fait avec de la clématite. Donc, c'est un truc qui marque un peu culturellement et qui est assez sympa. C'est un monsieur qui est artisan vanneur. On a également des activités autour de la médiation numérique, parce que comme on a Alpha Lab, on a un conseiller numérique, on a toutes ces activités. Le samedi, de plus en plus, ça monte en puissance, ça devient the place to be. Quand on a envie de passer un bon moment à samedi, on va à l'Ermitage et on fait un peu, il y a des activités autour du numérique, etc. Et aussi des choses dans la forêt. Donc voilà, c'est vraiment la dynamique citoyenne et le côté festif. Nous, à la campagne, on aime les rites, on aime fêter ensemble parce que sinon, on ne vit pas ensemble. Donc, c'est important. Et puis, cette association d'intérêt général, elle porte aussi le développement et l'expérimentation. Elle peut prendre des risques, elle peut se tromper. Comme tu le disais, Stéphanie, à la campagne, on a tendance à être moqué quand on se trompe, mais on assume. On peut se planter. Et le café, il ne va pas se faire avec un designer qui va arriver, qui va présenter les plans et basta. Nous, il nous faut 3 ou 4 ans pour arriver à faire le tour d'un sujet. Et je trouve que ce n'est pas beaucoup, finalement, par rapport aux enjeux que ça représente. À côté, on a également des activités qui sont en location sur le site et qui sont dans le projet de société coopérative d'intérêt collectif qu'on porte. On a une brasserie artisanale. C'est important aussi, c'est symbolique de métiers qui se réinstallent dans les territoires. Les gens sont très, très, très sensibles à ces nouveaux métiers et à ces nouvelles offres qui sont proposées. On a également une société d'aquaponie, on a une société civile d'exploitation agricole. Voilà, donc tout cet écosystème, en fait, c'est aujourd'hui l'Ermitage. Peut-être sur le modèle économique, insister aussi sur le fait qu'on a beaucoup, beaucoup pris de risques et que les tiers-lieux qui sont portés par des collectifs citoyens et qui acquièrent des fonciers sont peut-être un peu plus à la peine que les tiers-lieux qui sont fondés en co-construction avec une collectivité qui va savoir trouver la bonne place. La bonne place, c'est notamment d'acquérir le foncier et de proposer de transmettre, entre guillemets, ce foncier en gestion à des sociétés coopératives avec des baux, par exemple, qu'on appelle emphytéotiques. Parce que l'enjeu, c'est aussi que chacun ait la bonne responsabilité et la bonne posture. Les collectivités ont des licences, des moyens, des possibilités que les collectifs citoyens n'ont pas. Donc, opposer ces deux réalités nous paraît quand même assez stérile, alors que les rendre coopératives, mais ça implique aussi de la part des collectivités, notamment des élus qui se forment et des fonctionnaires qui se forment à ce que sont les tiers-lieux. Parce qu'aujourd'hui, on saute sur sa chaise en disant tiers-lieu, 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 mais ça veut tout dire et rien dire. Et ça nécessite de comprendre, et là, le rameau contribue avec les études qui ont été faites à bien poser les conditions dans lesquelles on peut avoir confiance dans la construction d'un tiers-lieu, parce que la notion de confiance est importante. Voilà. Sur les écosystèmes avec lesquels on est en lien, c'est important parce que sinon on serait seul dans notre ermitage au fin fond de nulle part. Nous, au niveau local, l'écosystème, il est déjà au village. Le challenge, c'est que l'ermitage retrouve une place dans le village. C'était un foncier qui avait été construit un peu par accident après la Première Guerre mondiale par quelqu'un qui a voulu montrer sa richesse. Il n'a pas réussi son OP, ça plombe un peu le truc parce que c'est une grande maison. Donc, c'est toute la symbolique des grandes maisons châtelaines. Donc, quand vous avez des jeunes qui débarquent avec un projet, il faut quand même créer de la confiance. Donc, le village, c'est important. Il y a une dizaine d'associations aujourd'hui, dont 3 qui ont émergé, dont une AMAP grâce à l'écosystème Ermitage. Vous avez dans notre territoire les acteurs de ce qu'on appelle le monde agricole. Nous, tous les acteurs agricoles sont importants. L'artisanat, on l'a dit, les acteurs de l'artisanat, les autorités, on en a parlé. L'État aussi est important pour nous parce que l'État, avec le label Fabrique de territoire, nous a quand même pas mal aidé à trouver une place. Et les manufactures tout autant. Je pense que les acteurs de l'ESS en proximité, c'est-à-dire dans le bassin de vie, sont importants. On a, nous, maintenant une vingtaine de partenaires avec lesquels on travaille vraiment en proximité. Je vais vous donner un exemple, pour revenir d'ailleurs aux acteurs de l'ESS que sont les associations. On a un passionné, un prof de sport, un passionné de trail, qui est également fondateur de la MAP, qui est quand même quelqu'un qui est impliqué, il a des responsabilités dans le territoire. Il a décidé de fonder au mois de mars prochain le Trail des Ermites qui va tourner sur 10 villages autour. Là, on est dans le dur. On est dans le truc qui vient vraiment s'installer dans son territoire. Et le Trail des Ermites, il fallait y penser quand même. C'est pas mal. Voilà. Et au niveau régional, on a nous fondé avec d'autres acteurs. Je fais un clin d'œil à Stéphanie parce qu'on a un peu les mêmes ressorts quand même. On voit qu'on n'est pas seul au monde. On a fondé une société coopérative avec 3 autres acteurs, dont 2 manufactures de proximité, la machinerie à Amiens et la maison des commissaires du Pays de Bray, qui est bien connue dans les écosystèmes de PTCE. Un truc qui s'appelle Ambition Transition, avec un acteur de l'ESS aussi, qui est la Ligue de l'enseignement. Et cette façon de se retrouver entre tiers-lieux pour travailler sur l'ESS et sur l'implication, c'est aussi porteur. Sachant que dans la SIC, je vous rassure, il n'y a pas que des tiers-lieux. Il y a aussi des acteurs de l'ESS plus traditionnels, des acteurs de la formation qui vont nous rejoindre, par exemple des gens comme l'AFPA, qui peuvent trouver un intérêt
à aller dans les tiers-lieux dans les années à venir. En termes d'écosystème entrepreneurial, on a vraiment les réseaux de la médiation numérique aussi qui sont importants pour nous au niveau régional. Dans les Hauts-de-France, on a un truc qui s'appelle les assembleurs, qui est important. On a parlé des mouvements d'éducation populaire. On travaille beaucoup avec les petits débrouillards aussi au niveau régional. Et ça me fait le lien vers le national. Quels écosystèmes on a au national? Eh ben, on est dans des alliances. On entre dans des réseaux et on trouve notre place. Je vais dire déjà, le Rameau, on est content d'être intégré au Rameau et de bénéficier de toute cette connaissance et cette analyse collective. On travaille avec Bleu Blanc Zèbre. C'est important parce que c'est un mouvement qui a émergé et qui apporte pas mal culturellement. On est aussi fondateur d'une alliance internationale parce qu'on a parlé un peu du pays, mais il faut aussi, les ODD, c'est aussi la vision du monde. Hein. Donc on travaille dans une alliance qui s'appelle 3.0. Avec un forum qui s'appelle Convergence, où on estime être un tiers-lieu 3.0. Zéro carbone, aller vers la réduction d'impact carbone, la réduction de la pauvreté dans les territoires ruraux et bien entendu la lutte contre l'exclusion. Donc je vous invite à regarder un peu ce qu'est cette alliance mondiale 3.0 dans laquelle nous, on pense que les tiers-lieux ont une place à prendre. On a fondé un festival à Guise qui s'appelle Faire Autrement, où on a pas mal de partenaires. On a un lien aussi avec la COP des communs. J'y étais ce matin. Donc, voilà. On essaye de lier l'Ermitage à beaucoup plus grand que ce territoire de 750 habitants. Et le challenge, peut-être pour terminer, le challenge des années à venir, vraiment les enseignements qu'on a tirés, nous, on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on démarre sans convention. Quand je dis convention ou sans licence, c'est que le site, moi je ne cache pas que j'ai un lien historique avec le site et que j'ai quand même eu un intérêt à ce que ce site ne soit pas abandonné, c'est pas rien, mais les collectivités sont importantes. Il faut aller voir et co-construire. Ce matin, à la COP des communs, on parlait de ces moments de préfiguration qui sont des moments de catharsis sur les territoires où, quand on parle de la perte de compétitivité, etc., on sait que ça va monter en puissance avec les enjeux de l'augmentation des conséquences du changement climatique. Enfin, si on ne se réunit pas et si on ne prend pas collectivement des responsabilités dans les territoires, et donc l'Ermitage a un challenge, c'est de stabiliser son modèle économique. Nous, on a acheté le site 300 000 €, ce qui peut paraître peu pour les références urbaines, mais c'est 300 000 € de trop. Parce qu'il faut rembourser nos emprunts, et c'est beaucoup. Et puis à côté, il y a 4 millions de travaux sur le site. Donc comment on fait pour financer tout ça? Eh bien, on lève des fonds auprès de partenaires. La Banque des Territoires est un des partenaires avec lesquels on travaille. Mais pour lever des fonds, il faut créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, il faut des conventions et des partenariats. Il faut ancrer ce projet dans son territoire. Et ça, c'est le gros challenge des années à venir. Merci. Merci beaucoup, Jean. Ce que je trouve très intéressant dans vos deux présentations, c'est que finalement, le tiers-lieu ne peut pas se faire en dehors de ce qu'est le territoire, notamment de sa géographie, parce que ça va aussi influer sur les activités qui sont proposées et les écosystèmes qu'il y a autour. Et ça explique aussi que l'hybridation des activités entraîne une hybridation du modèle socio-économique avec une part d'autofinancement, mais pas que, d'où le lien avec les acteurs publics et probablement aussi avec les acteurs privés. Est-ce que les participants ont des questions à poser à nos deux intervenants? Et en attendant qu'ils puissent poser une question, moi, je me demande, mais comment... vous parlez tous les deux de l'importance de la préfiguration, de ce temps un peu en back-office, si je puis dire, où on essaie de mettre autour de la table tous les acteurs qu'il faut. Quelle est la part de l'acteur public dans cette préfiguration? Est-ce qu'ils la comprennent ou est-ce que c'est un temps d'apprentissage? Est-ce qu'ils y sont dès le départ ou est-ce que c'est finalement quand le projet devient un peu plus émergent qu'à ce moment-là, l'acteur public est là? Enfin, quelle est votre histoire respective sur cette préfiguration? Parce que j'imagine qu'à chaque tiers-lieu, il y a une histoire différente. Mais par exemple, Stéphanie, vous n'avez pas beaucoup parlé de la... Ouais. Moi, je peux dire que ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'effectivement, on l'a bien identifié. Et moi, merci Jean pour ces éclairages. Moi, ça me remet aussi des pièces du puzzle en tête. Ça les réarticule. Merci pour ça. On s'est rendu compte quand on s'est adressé aux collectivités que c'était essentiel d'en faire tiers-lieu. Les collectivités sont des acteurs majeurs qui ont une vision, qui traitent la question du temps long que les assos ou les habitants traitent pas forcément de manière très consciente. Qu'en fait, les collectivités, c'était d'abord avant tout des gens. Et c'est vraiment idiot ce que je dis, mais en même temps, c'est fondamental, c'est de se dire la coopération, elle se fait d'abord avec des personnes avant de se faire avec des structures. Et ce temps pris pour mettre de la confiance, mais qui vient après l'interconnaissance, après la compréhension de la posture,
il est essentiel. Et quand on perd des gens parce que c'est un élu qui change, parce que c'est le mécanisme démocratique, ou qu'il y a un agent d'une collectivité qui s'en va vers d'autres territoires ou d'autres missions, et bien ça, c'est un travail qui est toujours à refaire. Et j'entendais... Enfin, moi, c'est ce qui me parle vraiment très fort en ce moment, c'est que ce travail, donc on l'a fait sur 2016, 2017, et en fait, il ne faut jamais le considérer comme un acquis. Et c'est quelque chose qu'il est important. Je disais, il faut du sens, il faut de la rigueur pour réalimenter ce sens, mais il faut aussi mettre de l'attention sur entretenir ces liens avec les collectivités. Et nous, notre parcours, c'est ça, c'est rencontrer des acteurs, parce qu'au départ, le projet, en fait, l'idée de se faire tiers-lieu, on l'avait, mais on ne savait pas où est-ce qu'elle allait atterrir. On se disait, on voudrait que ce ne soit pas très loin de là où les membres fondateurs habitent, parce que ça a du sens de proposer une nouvelle façon de faire société dans le territoire où on habite, où nos enfants grandissent. Il y avait cet attachement-là. Mais on n'avait pas dit ce sera à Bourbon dans ce bâtiment-là. On avait rencontré plusieurs mairies en disant on a cette idée, on a cette énergie, on a ces compétences et on a envie que ce projet il atterrisse dans un endroit où on veut bien de lui et où on veut bien qu'il y ait de la... C'est pas grave si on n'est pas en cogestion, c'est pas grave si vous n'avez pas de fric, parce qu'on sait bien que les collectivités, quand on arrive avec un projet qui n'est pas voté dans leur mandat, il n'y a pas forcément de grosses marges de manœuvre. Mais en revanche, on a besoin de sentir qu'il y a une envie, en tout cas, de réfléchir et de construire un truc ensemble. Et donc, c'est la commune de Bourbon qui nous a dit « Ah bah nous, ça nous intéresse », parce qu'ils sortaient d'une étude avec des habitants sur Bourbon 2030, en se disant quelle vie on veut pour notre village et quelle place dans la communauté de communes. Et donc ça, c'était la première porte d'entrée. Après, il y a eu plein de hauts, de bas, et ça continue. Mais la première porte d'entrée, c'était de se dire on a rencontré une équipe qui avait réfléchi sur la ville en 2030 et des gens qui faisaient confiance à notre posture parce qu'on l'avait expliqué clairement. Merci Stéphanie, ça fait le lien avec une question qui est posée par Mathieu. Est-ce qu'il y a des rapports de force dans les projets ou des acteurs locaux? Oui, moi j'aurais un propos complémentaire de Stéphanie parce que vous l'avez bien compris, quelque part, le moment originel de décision de reprise de l'Hermitage est un moment sensible puisque c'est un foncier qui aurait pu être vendu à la découpe en une semaine. Vous avez de la forêt qui a de la valeur, donc ça peut partir très vite. J'aurais pu montrer la carte, mais on est au centre de 3 hameaux qui constituent une commune. Donc le propriétaire initial, il n'avait pas mis ça là par hasard. Il n'avait pas acheté cette colline par hasard pour y construire un manoir, pour y montrer sa richesse et pour prendre une place, en fait. Donc nous, aujourd'hui, on se retrouve avec un choix qui a été fait par l'équipe fondatrice qui est de partir avec un projet. On a quand même fait un peu de consultation du territoire. On a eu une très bonne intuition au départ, mais là, c'est fondamental, ce que j'ai Stéphanie, mais on n'allait pas aller demander de licence à l'EPCI. C'est l'EPCI aujourd'hui qui a beaucoup de compétences et beaucoup de responsabilités sur l'aménagement du territoire en proximité. L'EPCI, c'est l'établissement public de coopération intercommunale, c'est la Comcom. Et à la réflexion, est-ce qu'on ne monte pas la face nord aujourd'hui? Parce que oui, il y a des rapports de force, et à plus forte raison, parce que la chargée de mission, pour vous raconter une anecdote, la chargée de mission qui a été cofinancée par la région sur l'ESS dans le territoire qui a été recrutée parce que les tiers-lieux commençaient à questionner de manière assez ouverte le sujet de l'ESS et des transitions, elle a poussé tellement le propos que finalement l'exécutif ne voulait pas continuer avec elle et qu'elle nous a rejoints. Donc vous imaginez, oui, il y a des rapports de force. Maintenant, je crois qu'il faut autant assumer le rapport de force que le temps long. Parce qu'effectivement, quand on s'inscrit dans ces genres de dynamique collective, on s'inscrit pour plusieurs dizaines d'années. Donc on va trouver des chemins de coopération, mais l'intention doit être là et à chaque jour suffit sa peine. Moi, je ne sais pas si je suis un peu dans l'ellipse, mais globalement, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de ne pas perdre notre cap. On a fixé un cap, on a une gouvernance, on a une société coopérative commune, et en même temps de coopérer avec les collectivités. La mairie, ça se passe bien. La mairie, ça se passe bien, d'autant plus parce que maintenant, on a trouvé notre place, on a eu la map, on a des habitants qui viennent, on fait partie du paysage. Et puis c'est totalement délirant de ne pas imaginer que l'Hermitage puisse pas faire partie. Le PCI, c'est un peu compliqué. Par contre, la région est très preneuse. Moi, je constate que les régions poussent bien les tiers-lieux parce que fondamentalement, vu tous les défis de transition auxquels ils sont confrontés, c'est quand même des équipements et des collectifs qui sont plutôt faciles à vivre. À la différence peut-être d'autres collectifs qui transitionnent sur les territoires, et que je ne ferai pas de polémique, qui vont être plus dans le rapport de force, qui vont être plus dans la radicalité, plus dans l'autonomie. Les tiers-lieux sont quand même dans la cogestion.
de ce que moi j'ai pu constater. Alors, il y a déjà des questions qui arrivent. On va essayer d'y répondre de façon synthétique, parce qu'on n'a plus qu'une minute. Pour terminer, juste en quelques mots, est-ce que dans la continuité de ce rapport de force, jusqu'où il faut aller dans le commun? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire piquer le modèle? Alors, ça peut être un sujet très vaste. Donc, on va essayer de... Moi, je répondrais très cash qu'en fait, si vous concevez bien votre coopérative, les collectivités ne sont pas majoritaires. Donc, vous ne pouvez pas vous faire piquer le modèle. C'est l'avantage du concept, c'est qu'avec 15% de part, nous, c'est à peu près les ratios qu'on a dans les modèles qu'on utilise. La collectivité, pour ça, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une SEM. C'est avantageux, une cycle pour ça. Voilà. Stéphanie, très rapidement. Non, mais moi, j'allais dire, mais piquez-les, les modèles. Hackez-les. Enfin, je veux dire, mais transformez-les. Non, mais il y a un truc c'est fait pour ça, en fait. Et c'est la notion de commun, c'est tu partages, après, tu en fais ton miel. Enfin, il y a un truc au contraire, piquez le commun. Réinventez-le. Alors, très rapidement, les profils de vos habitants qui viennent chez vous, très rapidement, très rapidement. Moi, il y a beaucoup de gens de monde ouvrier qui viennent, et c'est sensible parce qu'ils n'ont pas envie d'être déçus. Donc, c'est un challenge. Donc, beaucoup de gens du monde ouvrier parce que c'est là, et puis beaucoup de jeunes aussi. On a des jeunes, des diplômés aussi qui viennent. Voilà. C'est très mixte. Et alors, il y a Clara qui veut poser une question, mais ça ne marche pas, donc je ne sais pas quoi dire. Et une dernière question de Magali. Les deux exemples sont des régions différentes qui disposent de réseaux de tiers-lieux. Quelle interaction avec ces échelles? Donc, conseil départemental, compagnie des tiers-lieux, etc. Moi, sur la compagnie, je peux répondre qu'on a des liens assez forts avec la compagnie, mais qu'on a, nous, décidé, avec d'autres tiers-lieux, de constituer un outil commun qui n'était pas prévu dans la compagnie, qui est un outil plus opérationnel qui s'appelle Ambition Transition. Mais bien entendu, on a des liens assez forts avec la compagnie, on est adhérent de la compagnie, et c'est quelque chose de... Les réseaux, c'est quelque chose de sensible aujourd'hui. Stéphanie? Et nous, on est en train de se constituer en réseau avec Relief. Donc, c'est un réseau des tiers-lieux, enfin des lieux effervescents en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est pareil, c'est une dynamique qui commence, qui est complexe parce qu'à l'échelle des régions, on ne peut pas lisser toutes les composantes, enfin, nous, de l'Allier jusqu'à la Savoie. Les géographies, les lieux et les façons de vivre ces lieux sont très divers, mais c'est intéressant justement de pouvoir prendre du recul et d'examiner les invariants entre tous ces espaces-là et toutes ces manières de faire tiers-lieux. Un clin d'œil sur le fait que les tiers-lieux sont vraiment des laboratoires. Ça, c'est quelque chose qu'on assume tous, le fait d'être des preuves de concept, et que petit à petit, ça va être de plus en plus clair comment ça fonctionne, etc. Et c'est vraiment des preuves de concept aujourd'hui. Bon, ce que je vous propose, c'est si jamais, Clara, vous avez envoyé votre question, je ferai le lien avec Stéphanie et Jean, et ça me permet de vous présenter le programme de 2023, puisque, comme vous l'avez compris, en 2022, on a traité de la question de l'ingénierie du lien au travers du dialogue territorial, des expérimentations et de la gestion de lieux. Et en 2023, on va s'attacher à la dernière modalité d'action des catalyseurs, qui est l'accompagnement, et donc ça va être le fil rouge de l'animation du réseau sur tout 2023, avec, comme toujours, un cycle de webinaires où le thème sera « Ensemble, accompagnant les transitions », et on va essayer de s'attacher à éclairer comment on va relier les catalyseurs et les acteurs territoriaux dans ces fameux projets de territoire. Donc, on aura 6 webinaires et on éclairera ces liens-là avec les entreprises, les acteurs académiques, les associations, les citoyens, les collectivités et les investisseurs. Donc, 6 webinaires pour 2023 sur l'accompagnement des transitions. Voilà, merci à tous aux deux intervenants, d'abord Stéphanie et Jean. Merci. Et Charles Benoît. Merci à vous tous pour votre participation. Et puis, comme on ne se verra peut-être pas d'ici la fin d'année, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, Stéphanie.